Bonjour mes amis, c'est une histoire absolument ahurissante que je vais vous raconter aujourd'hui. Un certain David Burke, employé d'US Airways, va commettre l'irréparable. Le 7 décembre 1987, il fait crasher le vol PSA 1171, tuant 43 personnes. Que s'est-il passé? Alors, revenons rapidement sur la vie de M. Burke. Il est né en 1952 ici au Royaume-Uni. Une famille d'origine jamaïcaine ayant 4 enfants. Et cette famille assez rapidement va décider d'aller s'installer aux États-Unis. Ils décident de tenter leur chance, de tenter le rêve américain. Et ils vont emménager à New York, sur la côte est des États-Unis. Le jeune dernier, une fois en Amérique, commence à toucher à l'héroïne et assez rapidement, il y a un appel de la police, il en trouvait mort au bout d'une seringue, overdose. David, lui, touche aussi à la drogue. Par contre, c'est un trafiquant, c'est un dealer. Alors, assez rapidement, il est attiré par l'aéroport de New York où il trouve un job chez US Airways. Donc il fait partie des opérations, support client, vente de tickets, des choses comme ça. Et donc, son travail dans les opérations commerciales lui donne un badge. Ce badge lui permet d'accéder partout. Ce badge lui permet aussi de networker, de réseauter avec les gens qui travaillent donc sur cette plateforme où les avions arrivent et repartent tout le temps. Et donc, il va créer un trafic de drogue entre les États-Unis et la Jamaïque. Rien d'énorme en fait, rien d'énorme, du minable, mais ça lui permet d'arrondir ses fins de mois. Il traficote aussi dans les voitures volées, et puis plein d'autres choses. La police l'a à l'œil, ils savent qu'il y a quelque chose de louche qui se passe avec lui, mais ils vont jamais faire l'effort d'enquêter sérieusement sur lui. Pareil dans sa compagnie, on sait que le mec est louche, mais personne n'y touche. Alors, le gars, il a une vie très dissolue. Par exemple, il a 7 enfants avec 4 femmes différentes. Il se marie avec aucune d'elles, mais il a 7 enfants. Il y en a une il est violent avec elle, il avait la réputation d'être un homme violent. Il y en a une qui va même devant le juge et qui va demander un restraining order. Ça signifie un ordre de la justice de ne pas s'approcher d'elle, de ne pas la contacter, de ne pas se retrouver dans le même lieu qu'elle. Ok. Assez rapidement, son crédit s'épuise à New York. Le gars il sait que tôt ou tard, il se fera gauler, il sait que c'est fini. Il faut qu'il quitte la ville. Donc il fait quoi? Il va à la côte ouest des États-Unis. Donc il emménage à quelques heures de vol de là, en Californie, mais il travaille toujours pour le même employeur. Lequel employeur semble totalement aveugle au trafic et aux fraudes de leur employé. Quand il arrive en Californie, il continue ses crimes de toute taille, sous toute forme, et quelque chose attire son attention. C'est la caisse de la cafétéria des équipages. Alors, dans la cafétéria en question, il y a une petite caisse où les pilotes, les hôtesses et tout ça, quand ils prennent des boissons, ils mettent de l'argent dans la caisse. Lui, il passe de temps en temps, regarde à droite à gauche, il n'y a personne, il prend le contenu de la caisse et il part. Il l'a fait à de nombreuses reprises. Excédés, les responsables de la compagnie décident de faire installer une caméra cachée dans les locaux. Caméra cachée qui pointe donc sur la dite caisse. Quelques jours plus tard, il voit donc M. Burke, employé exemplaire de la compagnie, il est là depuis 14 ans. Il le voit arriver, ouvrir la boîte, empocher l'argent et partir. Là, ils ont la preuve, pour une fois, que cet homme ne doit pas travailler pour la compagnie, que cet homme est malhonnête et qu'il faut le virer. Donc, ce qu'ils font, c'est que il est convoqué devant ses supérieurs qui lui disent que, bon, voilà, c'est fini, il quitte la compagnie, il ne travaille plus pour. Ils le mettent dehors. Alors lui, il ne décolère pas, il est extrêmement fâché. Il est mis à la porte en novembre 87 et il va passer des semaines à tourner autour de l'aéroport. On lui enlève pas son badge. On pense même pas à lui enlever son badge. Donc il garde le badge de US Airways.
Assez rapidement, il va contacter un collègue, il va emprunter un Magnum Smith & Wesson 29. Alors le Smith & Wesson 29 tire des balles de 44. Si vous vous rappelez des films qui tournaient à l'époque, il y avait une série de films qu'on appelait Dirty Harry. C'est l'inspecteur Harry, Harry Callahan. L'inspecteur Harry Callahan, qui était incarné par Clint Eastwood. C'est une série de films qui a commencé début des années 70, mais qui a été jusqu'à vers la fin des années 80. Et Harry Callahan se sert justement d'un Magnum 44 et exactement le modèle Smith & Wesson 29. C'est un modèle, on dit, c'est un flingue qui est tellement puissant, on dit qu'il peut arrêter une camionnette à 100 mètres. Il a des balles qui pratiquement peuvent traverser un bloc moteur. Alors, il emprunte cette arme donc à son collègue, qui lui aussi, pour la bonne mesure, lui donne une douzaine de cartouches. Le 7 novembre, il demande à rencontrer son ex-responsable, son ex-superviseur. Donc, un certain Roy. Donc, il l'appelle, dit, écoute, j'ai besoin de te parler, il faut qu'on discute, tout ça. Alors, ce superviseur accepte de le rencontrer. Il le rencontre, il lui dit, écoutez, vous avez commis un acte qui est inacceptable au sein de la compagnie, c'est un acte de malhonnêteté qualifié, vous avez volé de l'argent, la compagnie ne peut pas vous reprendre. Alors il commence à plaider, oui, mais j'ai des enfants et tout ça, mais rien ne fait. L'homme lui dit, non, on ne peut pas vous reprendre, il le congédie. Ok. Le vol PSA 1171. À cette époque, PSA était une compagnie low cost qui venait d'être rachetée, ils étaient rachetés depuis quelques mois, depuis mai 87, qui était rachetée par US Airways. Donc US Airways était la compagnie mère de PSA, si vous voulez. PSA volait toujours à ces couleurs-là, n'avait pas encore été complètement intégré dans US Airways. Et puis ce vol 1171, c'était un vol quotidien qui partait au milieu d'après-midi, qui partait de Los Angeles et qui remontait au nord, vers San Francisco. C'était un vol qui durait un peu plus d'une heure. Et puis, il était très prisé par des responsables, par des gens qui travaillaient en fait sur Los Angeles et qui habitaient sur San Francisco. Et qui prenaient donc le vol quotidiennement. Une des personnes qui prenait ce vol, et pourquoi le choix donc de David Burkey tombe sur ce vol, c'est que l'ex-superviseur de David Burkey prenait quotidiennement ce vol-là. Alors, il fait quoi? Il achète un billet, David Burkey achète un billet aller simple pour San Francisco. Il téléphone à sa copine et lui laisse un message assez laconique sur le répondeur, lui disant, écoute, je t'aime, j'aurais voulu te dire plus, mais je ne peux pas te dire plus, mais voilà, salut, je t'aime, au revoir. Il raccroche. Il monte dans l'avion. Monsieur Roy, son superviseur, monte aussi, plus une tripotée de passagers. Il y a des responsables, il y a un haut responsable de la compagnie Chevron, qui est accompagné de plusieurs personnes de Chevron. Donc il y a pratiquement toute une chaîne hiérarchique de Chevron qui est là. Bell également, une autre compagnie qui s'appelle Bell. Où il y a des hauts responsables qui sont là également, il y a un scientifique d'Allemagne de l'Est, etc. Beaucoup de personnes sont dans cet avion. Alors, le décollage se fait, météo parfaite, rien de particulier, un petit peu de turbulence. Et à un moment donné, alors que le vol est à mi-chemin, Monsieur Burke va prendre un sick bag, ces sacs en papier qu'on donne aux passagers qui se sentent mal, prend un stylo et il va écrire un message. Il va écrire un message qui sera retrouvé plus tard. Il va dire, hey Roy, tu vois, c'est ironique. J'ai plaidé auprès de toi pour que tu aies un peu pitié de ma famille. T'as eu aucun égard pour ma famille. Je n'aurai aucun égard pour toi aujourd'hui. Il se lève, il va aux toilettes. Au passage, il pose le message sur les cuisses donc de son superviseur, de son ex-superviseur, et lui pose comme ça dessus et il passe. Et il va aux toilettes, il s'enferme. Le superviseur lit le message,
ne sait pas ce qu'il en a fait, on ne sait pas c'est quoi son process mental à ce stade. En tout cas, quelques secondes après être rentré dans les toilettes, Burke sort, et cette fois-ci, il a le flingue en poignée. Il va vers son superviseur, il lève le flingue et il tire 2 fois. Donc, le superviseur est atteint 2 fois, et on le sait parce que on n'a jamais retrouvé le corps du superviseur. Mais on sait qu'il a été atteint 2 fois parce que on sait où il était assis. Les numéros du siège, le siège derrière a été retrouvé, le dossier du siège derrière lui a été retrouvé. Il y a 2 impacts de balles sur ce siège-là. Donc en fait, les 2 balles ont traversé le superviseur. Elles ont été se ficher sur le siège derrière lui, qui n'était pas vendu, qui était vide. Et peut-être même, elles ont atteint le passager qui était encore derrière. C'est des balles extrêmement puissantes. Donc, à cet instant, le contrôleur aérien reçoit un Mayday de la part du copilote en disant « J'ai entendu tirer, on a tiré dans l'avion ». Il y a une hôtesse de l'air qui va remonter en courant vers le cockpit. Elle ouvre la porte, elle rentre, elle dit « Nous avons un problème ». Le commandant de bord lui dit « Mais quel problème ?» Il venait d'entendre tirer, mais il ne comprend pas ce qui se passe. Quel problème? Et à ce moment-là, on entend dans le CVR, dans l'enregistreur de vol, il y a David Burke qui rentre dans le cockpit, armé, il dit « C'est moi le problème ». Sur ce, il abat l'hôtesse. Donc là, soudainement, le CVR cesse d'enregistrer les propos de l'hôtesse. Soudainement, sa voix est ramenée au silence après le coup de feu. Donc, il l'a abattu. La seconde d'après, il tire dans le dos du commandant de bord et du copilote. Et puis, à cet instant, donc le contrôleur aérien voit 2 choses. Le contrôleur aérien entend le Mayday, on a tiré. Hein, c'est ce qu'il entend. C'est la dernière communication de l'équipage. Ils répondront plus aux demandes du contrôleur aérien. Par contre, quand ils disent on tire, le contrôleur aérien entend, pendant qu'il passe le Mayday, le contrôleur aérien entend, c'est moi le problème, et il entend le coup de feu. 25 secondes plus tard, le radar voit, au radar secondaire, on voit l'avion tomber. On voit l'avion tomber comme un missile vers le sol. Il y a encore une autre personne qui a été abattue, parce qu'il y a encore un autre coup de feu enregistré dans le CVR. C'était très probablement le chef pilote, parce qu'il y avait le chef pilote de la compagnie PSA, qui est stationné, donc, qui travaille normalement à Los Angeles, et puis qui remontait aussi quotidiennement par ce vol, qui probablement s'est levé de son siège et a voulu aller vers le cockpit pour sauver l'avion. Il a été abattu lui aussi. Si vous vous rappelez du film de Dirty Harry, l'inspecteur Harry, si vous vous rappelez que lorsqu'il tirait, il disait toujours Je sais ce que tu penses. C'est 6 fois qu'il a tiré ou c'est 5 seulement. Si tu veux savoir, dans tout ce bordel, j'ai pas très bien compté non plus. Mais c'est un 44 Magnum, le plus puissant soufflant qu'il y ait au monde, un calibre à vous arracher toute la cervelle. Il doit te poser qu'une question. Est-ce que je tente ma chance? Ces flingues, justement, sont tellement puissants, hein, quand on tire avec ces flingues-là. C'est tellement puissant, les secouer on met 3 secondes pour retrouver ces esprits après chaque coup de feu. Qu'au bout d'un moment, effectivement, on se pose la question, on se dit toujours, est-ce que c'est 5 ou 6? Parfois on tire et ça claque dans le vide. Parfois on tire et il y a une balle qui presque surprend. À ce stade, si vous avez compté 2 balles dans le superviseur, 2 balles dans les pilotes, ça fait 4. Une hôtesse de l'air, ça fait 5. Plus le chef pilote, ça fait 6. À ce stade, David Burke a une arme déchargée. Par contre, il continue à l'agiter. Il continue à l'agiter face aux gens qui sont là terrorisés, qui n'osent plus faire quoi que ce soit à ce stade, parce qu'ils ont vu que l'homme tire sans hésiter. Ils sont tétanisés pendant que l'avion est en train de plonger. L'avion atteindra 1,2 fois la vitesse du son, Mach 1,2. Il y a des éléments, des bouts de métal et tout qui vont se désintégrer en vol, mais l'avion ne se désintégrera pas en vol. Il tombe, et jusqu'au dernier moment, David Burke menace les passagers en agitant son flingue.
On le sait parce que on a retrouvé le flingue plus tard, et il y avait un doigt sur la gâchette qui était toujours coincé là, et l'empreinte digitale, c'était celle de David Burke. L'appareil s'écrase sur un flanc de colline rocheuse. Il se désintègre tellement que quand les premiers témoins s'approchent de la scène, ils sont pas sûrs, ils savent, le shérif local sait par exemple qu'un avion de ligne s'est écrasé, il le sait. Mais quand il arrive sur place, il trouve quelques feuilles flottantes et quelques morceaux de métal à droite à gauche, il se dit non, c'est pas ça. Il se dit non, ça a l'air d'être un crash d'avion, mais je pense que c'est plutôt un avion d'aéroclub, parce qu'il n'y a pas assez de décombres pour justifier. En fait, l'avion s'est écrasé avec une telle puissance contre la roche qu'il s'est désintégré en des millions de petites pièces. Les corps, on arrivera à identifier que 11 corps. Les autres, on ne les reconnaîtra plus. On n'arrivera pas à les identifier, en fait. Tellement ils sont pulvérisés. L'enquête le NTSB va accuser la FAA, va accuser la compagnie de manque de sécurité. La compagnie n'a pas retiré le badge du gars, ce qui lui a permis d'aller partout, dans la zone de l'aéroport réservée aux employés. Il est arrivé à une porte, et cette porte-là, c'est une porte réservée aux pilotes, qui permet aux pilotes d'accéder donc aux avions. Cette porte est fermée par une serrure digitale, par une serrure à code. Le code était écrit au-dessus de la serrure. Le code était gravé avec une clé comme ça, était gravé au-dessus de la serrure. Comme ça, parce que les gens avaient ras-le-bol de poser la question, courir pour demander le code et tout, donc quelqu'un l'avait gravé une bonne fois pour toutes, et donc il a pu rentrer très facilement. À l'époque, les règles de la FAA faisaient que les employés des compagnies aériennes étaient exemptés des fouilles de sécurité. D'ailleurs, c'est à partir de ce crash-là que les pilotes, même les pilotes aujourd'hui, les hôtesses et tout, sont fouillés, tout comme les passagers, passent par les mêmes mesures de sécurité. Alors parfois ils ont des voies différentes, parfois ils se mélangent pas aux passagers, ils ont des chemins différents, mais in fine, la sécurité par laquelle ils passent est la même. Depuis cette époque, depuis cet accident, depuis ce crime en fait, qui a tué 43 personnes, il y a eu ce changement où maintenant il suffit plus de montrer un badge d'une compagnie aérienne pour traverser la sécurité. Parce que le gars a traversé la sécurité, il est passé à travers un scanner, enfin un détecteur de métal, ça a bipé, il a montré son badge, on l'a laissé passer sans question. Alors qu'il était viré depuis pas mal de temps. Les compagnies aujourd'hui sont beaucoup plus rapides à enlever les badges de sécurité, les accès ou tout ça. Parce qu'à l'époque, on virait quelqu'un, on pouvait mettre 3 mois avant de tout retirer. Ce qui a changé aussi, c'est que les grandes compagnies aujourd'hui ont toutes maintenant une policy qui interdit à leurs employés de voyager en grand nombre, et en particulier les employés seniors, en particulier la chaîne de direction, d'interdire qu'ils voyagent tous ensemble dans le même avion. Parce que Chevron a perdu non seulement un dirigeant très important, mais elle a perdu aussi ses bras droits, ses successeurs potentiels, et c'est toute la chaîne de commande d'une partie de la compagnie, 25 000 personnes, et il dirigeait, le gars qui est mort, James Salah. 25 000 personnes, une branche de 25 000 personnes s'est retrouvée décapitée complètement. Donc aujourd'hui, les compagnies aériennes insistent ou interdisent même à leurs employés de voyager en grand nombre à bord du même avion. D'autant plus que Chevron n'était pas sans coup d'essai, parce que deux années auparavant, TriStar 1011 Texas s'était écrasé suite à un cisaillement de vent, on en parlera à l'occasion. Ils avaient perdu aussi une tripotée de responsables. Voilà mes amis, c'était le vol PSA 1171. PSA était après intégré au niveau de US Airways. US Airways plus tard intégré dans American Airlines, et aujourd'hui on n'a que American Airlines, on n'a ni US Airways ni PSA. Merci d'avoir suivi jusque là, et à la prochaine vidéo.